Cette vidéo comporte 3 parties. La première partie, c'est la plus lourde. Elle portera sur les données biologiques, cliniques et physiologiques du syndrome de Prader-Willi et sur sa manifestation qui est pratiquement toujours présente, les troubles du comportement alimentaire. La seconde partie parlera des troubles du développement dont les manifestations peuvent être très variables d'une personne à l'autre et dont la connaissance est importante pour mieux accompagner les personnes. Enfin, la troisième partie portera sur les comportements problèmes et les crises conduisant à ces situations difficiles pour les personnes d'abord, pour les familles et tous les accompagnants. Bonne écoute. Le document que nous allons vous présenter, Marie-Odile et moi, s'appuie sur une double expérience. Une expérience familiale tout d'abord, puisque nous sommes parents de 3 enfants, dont l'aînée Séverine aurait eu 48 ans en juillet 2018 et elle nous a quittés en décembre 2017. Expérience familiale donc et expérience collective, puisque nous avons créé en 1996 l'association Prader-Willi France avec quelques familles. Ce document, en fait, il a été créé au départ pour aider le personnel des établissements médico-sociaux pour adultes. Il a été créé il y a maintenant plus de 10 ans. Il correspond à la réponse, ou les aides qu'on pense apporter pour des personnes qui ont suivi les parcours, qui sont les parcours d'adultes qui ont maintenant 20, 30, 40 ans. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que depuis, avec les connaissances qu'on a d'une part, d'autre part la prise en charge par les professionnels du centre de référence et des centres de compétences, les parcours de vie des jeunes qui naissent maintenant, ils vont être complètement différents. Ils vont être complètement différents. On le voit d'ailleurs quand on voit les jeunes dans des réunions là, qui ont eu l'hormone de croissance, qui ont eu un suivi orthophonique, etc., etc. C'est plus les mêmes. Alors, c'est plus les mêmes, mais ils ont quand même ce syndrome. Ils sont porteurs de ce syndrome. Et donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est à inventer, parce que je crois qu'il reste quand même une difficulté majeure, c'est que ils vont avoir des apprentissages meilleurs. Je pense qu'ils vont arriver, si vous voulez, à l'adolescence et après, avec des capacités mieux exploitées, mais pour l'instant, on n'est pas capable, la société globalement, de leur offrir des avenirs et des futurs avec suffisamment d'accompagnement pour qu'ils soient bien intégrés socialement. Donc c'est tous les débats qu'il y a à l'heure actuelle sur la société inclusive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, personnellement, je dis ce que je pense, c'est que la société inclusive, ça veut dire mettre d'énormes moyens pour des cas complexes d'accompagnement et sur mesure. C'est pas du cousu humain. On va pas rentrer dans des situations toutes faites, des solutions toutes faites. Voilà. Et ça, c'est un vaste défi et il faut que tout le monde s'y colle. Le syndrome vécu. Initialement une anomalie génétique, puis une histoire singulière, vécue sous le regard des parents, faite de frustration, d'interdits, dans un climat d'hypersensibilité, d'anxiété permanente, avec la conscience aiguë d'être différent, d'être dans un monde étranger, difficile à comprendre, et un besoin immédiat et constant d'être aimé. Et cette anomalie génétique, cette histoire singulière, vont façonner une personnalité complexe, disharmonique, et avec des comportements très souvent déroutants. On va aborder quelques données biologiques, cliniques, physiologiques, parce que le syndrome de Prader-Willi est une maladie tout d'abord. Mais la personne n'est pas un syndrome. Alors cette petite phrase n'est pas anodine, parce qu'en fait beaucoup de nos enfants, nos ados, nos adultes, utilisent facilement cette phrase « je fais des colères parce que je suis Prader-Willi ». Je mange beaucoup parce que je suis Prader-Willi. Non, la personne n'est pas un syndrome. Le syndrome de Prader-Willi, c'est une maladie génétique rare. Elle est due à une mutation de novo, spontanée, non héréditaire, d'une toute petite zone du chromosome 15 d'origine paternelle. Cette mutation, elle entraîne des troubles du développement. Elle affecte plusieurs gènes de nature et de taille variable, d'où la complexité de la maladie,
d'où la variabilité individuelle d'expression du phénotype. Enfin, l'environnement et l'histoire de la personne et de son entourage vont évidemment jouer un rôle dans l'histoire de cette personne. Il n'y a pas de traitement actuellement, seule l'hormone de croissance, HGH, depuis 2001, mais qui ne va pas dispenser du contrôle, de l'alimentation et d'une activité physique régulière. Le syndrome de Prader-Willi, donc, touche en moyenne un nouveau-né sur 20 000. On estime en France l'incidence à 40 naissances par an, 40 petits-enfants qui vont naître avec ce syndrome. Aujourd'hui, le diagnostic génétique, il est réalisé à 18 jours de vie en moyenne et est fiable à 100%. Ce syndrome est dû à l'absence ou au défaut d'expression de gènes du locus 15q11q13 du chromosome d'origine paternelle. Les gènes de cette région sont soumis à ce qu'on appelle une empreinte génomique parentale. Alors ce syndrome de Prader-Willi, comment ce bébé qui naît va-t-il se développer? À la naissance, on parle de bébé sans mode d'emploi. C'est une expression de maman, parce que c'est vrai que quand cet enfant arrive, la famille, les parents, les accompagnants, les soignants, sont assez démunis devant cet enfant qui est une vraie poupée de chiffon. Mais quand je dis poupée de chiffon, c'est la vraie poupée de chiffon. Il y a une hypotonie axiale majeure, c'est un terme médical, mais qui veut dire que tout tombe. Les bras, les mains, la tête, les yeux sont fermés. C'est donc assez violent. Pas de réflexe de succion, c'est un bébé qui ne va pas vers le sein. Pas de pleurs, les nuits sont calmes. L'allaitement, le nourrissage sont très difficiles, voire impossibles, ce qui fait que dans tous les cas, aujourd'hui, il y a une hospitalisation en néonate et puis une sonde nasogastrique qui est placée pour les nourrir. Aucune mimique, aucune interaction, c'est-à-dire que c'est un enfant, un bébé, vous pouvez sourire, chanter, le stimuler, aucun retour. C'est très très violent. Donc on comprend très bien que la difficulté du lien, qu'il soit nourricier ou du lien d'attachement, est immense et que ces familles, cet enfant, ce bébé, vont avoir besoin d'un accompagnement précoce et de proximité, quotidien quasiment. Et puis petit à petit, on arrive à la petite enfance, il y a un retard statural, surtout s'il n'y a pas de traitement par l'hormone de croissance, mais ce qui est quasiment inexistant aujourd'hui. Le développement psychomoteur est retardé. En fait, on a l'impression que tout se comble petit à petit. Premières colères brutales qui apparaissent, surprenantes, incontrôlables. On se dit, c'est un enfant, d'accord, mais ces colères sont étranges. Et puis, brutalement, cet enfant qui était quasiment anorexique depuis qu'il était né, qu'on a aidé à manger, à qui on a essayé de donner le goût de manger, brutalement, c'est Maïté Taubert qui a utilisé cette expression la première fois, on a l'impression qu'on appuie sur un petit bouton et switch, cet enfant va passer de l'anorexie à la boulimie. Donc on voit des petits bonshommes ou des petites bonnes femmes de 2-3 ans, c'est à peu près dans ces âges-là que ça se passe, qui vont à quatre pattes sur les fesses ou debout un peu château-branlant, ouvrir des placards et chercher à manger. Il semblerait que les premières colères elles soient liées justement à ce passage anorexie boulimique. Et c'est quand il commence à basculer dans cette quête de nourriture qu'il y a forcément la frustration et que les premières colères se mettent en place. On avance dans la vie de cet enfant. L'âge scolaire, le développement pubertaire est incomplet. Les déficits cognitifs, les troubles des apprentissages, les troubles du comportement, les faibles habiletés sociales, c'est beaucoup de choses déficitaires, mais qui se mettent tout doucement en place, qu'on découvre petit à petit, bien qu'ils comblent beaucoup de manques. Le parcours scolaire va être très variable d'une personne à l'autre. Comme on a dit tout à fait au début, les gènes, il y a un locus qui est touché, mais la variabilité, elle est quand même énorme. Donc là aussi, on va trouver une évolution très très différente. Ces enfants, ils se situent sur une courbe de Gauss et il y a les extrêmes, puis il y a la moyenne.
Donc en moyenne, le parcours scolaire est très variable, souvent complexe. Le début maternel se passe pas trop mal, et puis c'est les CLIS, les ULIS, les IME, etc., etc. Enfin, on arrive à l'adolescence, à l'âge adulte. On sait que ce sont des périodes critiques, les périodes de transition, déjà d'une façon générale. Mais comme ces périodes sont trop mal préparées, très mal préparées, quand il y a une maladie et une déficience, il va y avoir des aggravations, des difficultés du comportement. Ces personnes vont être en souffrance. Il faut qu'elles fassent le deuil de la perspective d'une vie autonome qu'on leur a un petit peu vendue, à laquelle ils ont rêvé, comme les parents d'ailleurs. Tout ça fait que l'entrée dans l'âge adulte est très très violente. De plus, ce sont des personnes, on l'a découvert il n'y a pas très longtemps, qui ont une très faible estime d'eux. Ils ne s'aiment pas. Séverine, par exemple, il y a très très longtemps, a commencé par me dire « Si tu avais su, est-ce que tu savais que j'étais malade? Si tu avais su ?» Ce genre de questions, au cours de sa vie, on les a eues régulièrement, jusqu'à la dernière question, une des dernières. Et qu'est-ce que tu aurais fait? Rien, Séverine. Et pourquoi tu n'aurais pas avorté? Donc, vous voyez l'image qu'ils ont d'eux. Donc ça, c'est en eux, et ça ne les aide pas à vivre forcément. Donc, c'est à cet âge ado-adulte que là, on voit apparaître les premières grosses crises. Ce qu'on appelle crise dans notre jargon prader-willien, si je puis dire. C'est vraiment la colère surprenante, comme déjà la petite enfance, mais qui sont encore beaucoup plus impressionnantes quand ils sont adultes et qu'ils grandissent. Et puis, dans certains cas, apparition de troubles psychiatriques, très atypiques, mais de troubles psychiatriques. On peut commenter ce parcours de vie depuis la naissance. Et je crois que c'est important de comprendre la force de l'implication de la famille et du lien qui se crée, en particulier avec la mère et l'enfant. Donc on a des relations très fusionnelles. Et ça, c'est souvent ou dans les établissements, dans l'accompagnement, les professionnels ont du mal à intégrer l'intensité du lien qu'il y a entre la mère et l'enfant en particulier, ce qui explique la difficulté qu'il y a à les confier en partie à des tiers, c'est-à-dire à les lâcher dans le monde, mais on reviendra sur ce point un peu plus tard. Je vous ai dit dès le début, c'est une maladie, donc il y a des troubles somatiques, physiologiques, quand même un peu spécifiques de cette maladie, parce que les gènes qui sont concernés dans cette petite zone, ce petit locus, s'expriment au niveau de l'hypothalamus. Et c'est là que de nombreuses fonctions vont être régulées. Donc on imagine qu'elles vont être perturbées. Alors je vais faire une liste, c'est assez rébarbatif. Il y a un document sur le site de l'HAS qui s'appelle le PNDS et qui liste vraiment tout ce qui peut arriver, ce qui veut dire que chaque personne, heureusement, ne va pas présenter toutes ces pathologies. Donc c'est une petite liste, je vais surtout insister sur une ou deux de ces maladies qui peuvent survenir. Il y a des pathologies endocriniennes et métaboliques, hypogonadisme, stérilité, hypothyroïdie, diabète, des pathologies cardiovasculaires, hypertension, lymphœdème, des pathologies respiratoires qui sont très fréquentes dans ce syndrome, avec des apnées du sommeil, des insuffisances respiratoires chroniques, des apnées obstructives, j'arrête, des troubles du sommeil, ce sont des enfants ou des personnes qui parfois ont des troubles du cycle nictéméral, qui vont mal dormir la nuit, puis se réveiller le jour, ou dormir le jour, des narcolepsies, des problèmes ostéo-articulaires qui sont liés à l'hyperlaxité du début, à l'hypotonie, donc beaucoup de scoliose, des entorses très faciles. Ce qui est surtout important, c'est les trois points suivants que je vais détailler. Il y a la moindre sensibilité à la douleur. Ce sont des personnes qui ont un seuil de douleur très élevé. C'est-à-dire qu'une entorse, même une fracture, peut passer inaperçue. C'est ce que nous avons vécu avec Séverine plusieurs fois, où au bout de 2-3 jours, on voyait une cheville gonflée, on voyait un coude pas très bien, mais elle ne se plaignait pas, c'était douloureux, mais pas le ressenti n'est pas le même. Donc il faut faire attention à ne pas passer à côté d'accidents comme ça. De même, ils ne régulent pas leur température corporelle. Il y a des troubles de cette régulation qui font
que, ça c'est plutôt amusant, que vous avez affaire à des enfants ou des adultes qui seront du 1er janvier au 31 décembre en polaire. Séverine, par exemple, l'été, en plein juillet, plein août, il pouvait avoir 2 t-shirts, une polaire. Et le jour où je me suis un petit peu énervée pour lui retirer ses épaisseurs, elle m'a gentiment répondu « Je suis isotherme, alors fiche-moi la paix ». Ouais, donc, par contre, vous allez avoir une personne qui va être pieds nus et en t-shirt toute l'année. Et ça, il n'y a rien à faire. Dans ce genre de situation peut-être gênante, par contre, on a connu le cas d'une jeune femme qui a failli être mise à la porte de son établissement parce qu'elle refusait de se laver. Pourquoi refusait-elle de se laver? Parce que les douches, pour elle, étaient glaciales. Et comme c'était une température identique dans toutes les douches, donc ça a été très loin. Bon, Séverine, sortant de la douche, était comme un petit homard, rouge et fumante, mais elle ne s'est jamais brûlée, vous voyez, donc quand même. Ensuite, cette régulation de la température est très importante, parce que ce sont des personnes qui n'ont pas de montée fiévreuse importante. Donc là aussi, on peut passer à côté de maladies graves avec un fébricule, mais jamais une grosse température. Les pathologies dermatologiques sont présentes aussi. Ils ont un épiderme très fragile, ils cicatrisent mal. Problèmes dentaires, hyposalivation, salive épaisse, respiration buccale font que souvent il y a des caries et beaucoup de problèmes dentaires. Fatigabilité, énurésie variable. Enfin, ne pas négliger un suivi sanitaire régulier, parce que très souvent, ces personnes ont surtout un inconfort somatique, c'est-à-dire ont des petits bobos, mais qu'ils ne ressentent pas bien et n'expriment pas surtout. Donc il est très important d'avoir un suivi régulier. Pour terminer sur ces problèmes somatiques, on est obligé de parler des lésions de grattage, parce que c'est une pathologie qui est vraiment très fréquente. Ces grattages sont des grattages réactionnels, c'est-à-dire que c'est des réponses à un stress, à une anxiété, à un ennui. Ce n'est pas par hasard que ces personnes se grattent. Elles se grattent généralement des zones accessibles, les bras, les jambes, les ailes du nez. L'intensité et la durée de ces grattages sont très variables. Elles sont surtout auto-entretenues. Un grattage peut démarrer sur un petit bobo, une piqûre de moustique, et c'est entretenu, d'autant qu'ils n'ont pas de sensation de douleur et qu'ils peuvent se gratter très profondément. On pense même qu'il y a même peut-être des libérations d'endorphines qui leur procurent un certain plaisir donc. Dans le même ordre de désordre, il y a la trichotillomanie, l'arrachage des ongles. Enfin, ce sont des choses que tout le monde connaît. Donc il faut faire surtout attention au risque d'aggravation quand un grattage démarre. Il peut y avoir des surinfections, des érysipèles, c'est donc à connaître. Que faire? Surtout pas de surcharge émotionnelle. On n'a pas de réponse à ces lésions de grattage. Rester léger, c'est-à-dire ne pas faire le soin comme un soin banal. Être attentif au moment où ces personnes sont isolées, aux toilettes, à la douche, parce que c'est là qu'ils vont se gratter, justement. Les aider en protégeant les zones qu'ils grattent, les manches, les pantalons, les gants parfois, mettre des pansements. Essayer de trouver la raison, changement d'activité, changement de groupe, problème familial. Enfin, traiter l'anxiété, la dépression qui est souvent là à bas bruit. Donc les maîtres mots pour aider dans ces lésions de grattage, ce serait la prévention, la surveillance, la bienveillance, l'accompagnement de proximité. Alors bon, cette diapo, c'est simplement pour vous aider à trouver des informations complémentaires pour en savoir plus. Alors sur le site de Prader-Willi France, de l'association, vous trouverez le PNDS, là vous avez le lien qui s'affiche, un protocole national de diagnostic et de soins. Il y a le guide des pratiques partagées pour l'accompagnement au quotidien des personnes avec le syndrome. Donc, vous voyez ici, c'est des petits livrets qui sont accessibles en ligne. Vous pouvez aussi le commander, c'est sous forme d'un petit bouquin là, assez agréable à lire. Et puis, il y a aussi un document qu'on a fait récemment, c'est quelques données médicales. Vous pouvez aussi le télécharger. En fait, c'est un document que vous pouvez utiliser pour quand vous allez voir votre médecin généraliste, parce qu'il y a un certain nombre d'informations qu'ils auront du mal à trouver autrement. C'est une maladie complexe, avec un accompagnement bien évidemment qui va être complexe, et d'où la mise en difficulté des accompagnants. Ça coule de source.
On a donc vu ces troubles somatiques. On va voir les troubles majeurs du comportement alimentaire du syndrome. Ça, c'est vraiment spécifique de cette maladie. L'intensité de ces troubles est vraiment spécifique de ce syndrome. On va aborder les troubles cognitifs, des apprentissages, les troubles des comportements et des compétences sociales. Et tout ceci va se dérouler dans un environnement très difficile pour eux. Et en même temps, il va falloir qu'on favorise la construction d'une personne, de sa socialisation. Et vous remarquerez que je ne parle pas d'autonomie, contrairement à ce que la plupart des éducateurs et des accompagnants cherchent à obtenir. On ne parlera jamais d'autonomie pour nos enfants, pour nos adultes. Et vous allez comprendre pourquoi. Le comportement alimentaire, prendre un repas, c'est un acte social. On aime manger à plusieurs, mais pour eux, c'est un enjeu vital. Donc, cette diapo est très sympathique. C'est une grosse pastèque, 0 calories. On peut en manger tant qu'on veut. À l'origine, ce problème de comportement alimentaire, si on peut vraiment parler de problème de comportement alimentaire, c'est un problème physiologique. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont un seuil de satiété quasi absent et un état de satiété très très court. Donc on a été longtemps à penser que nos enfants, nos ados, nos adultes avaient faim, avaient toujours faim. Et donc un jour, au cours d'une réunion, on a posé une question, on était à plusieurs professionnels et parents avec des jeunes, et quelqu'un a posé la question suivante à une jeune femme en disant « Mais expliquez-nous, vous avez toujours faim, qu'est-ce qui se passe ?» Et alors là, on s'est pris dans la figure, une répartie, mais ça va pas. Bien sûr que non, j'ai pas faim, je viens de manger. Mais vous voyez là-bas, là, il y a une corbeille en plastique, il y a des fruits en plastique. Et ben moi je les ai vus maintenant. Ben maintenant ils sont là. Et elle tapait comme ça. Et est-ce que ça vous fait pas penser ça à de l'addiction ? Le fumeur qui va faire tout Paris à 2h du matin pour trouver une cigarette, elle dit ben maintenant je cherche de la nourriture. Donc on a compris qu'il y avait peut-être en fait ce sentiment de non-satiété, mais c'est surtout cette addiction. Et une fois qu'ils ont compris, enfin qu'ils ont senti ce manque, ils sont en quête permanente de nourriture. De plus, ils ont un comportement très compulsif, il faut voir comment ils mangent, à l'idée, à la vision de la nourriture. Ils sont dedans. Ça fait partie, c'est dans leur être, dans leur pensée. Ce trouble, il est constant, il faut se rendre compte de ça, c'est constant. C'est tout le temps. Et il est surtout en intensité avec leur état physiologique. Quand ils sont bien, qu'il n'y a pas de souci, on arrive à régler ce comportement alimentaire. Mais le moindre petit accroc, la moindre anxiété, et on a déjà vu, je l'ai déjà dit, que c'était des personnes très anxieuses, la moindre anxiété va se reporter sur son comportement alimentaire. De plus, ce sont des personnes qui grossissent très facilement, et elles grossissent très facilement parce qu'elles mangent beaucoup, c'est vrai, dans l'ensemble, mais elles ont surtout un métabolisme de base, une dépense énergétique de repos qui est inférieure à la moyenne de 30%. C'est-à-dire que même quand on dort, bien sûr, on utilise des calories, et bien là, elles en utilisent 30% de moins que nous. Ce qui explique que dans certains établissements, où on nous dit, on va voir, on va découvrir nous-mêmes ce qui se passe, on verra pour le régime et tout ça, on a vu des personnes prendre 20 kilos en un mois. Alors c'est très facile, 20 kilos en un mois, par contre pour les perdre, il faut une année au moins. Oui, je voudrais revenir un peu sur la force de cette addiction alimentaire. C'est vrai que maintenant, avec les connaissances qu'on a sur le syndrome, avec la prise en charge précoce, avec l'hormone de croissance, on voit des jeunes ou des enfants ou des jeunes ados qui ont bien contrôlé leur poids, qui sont dans de bonnes conditions, qu'on ne distingue pas. D'ailleurs, on les voit dans les rencontres. Avant, on voyait tout de suite une personne avec le syndrome. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Mais ça ne veut pas dire que pour autant que d'une part, ça leur demande un gros effort sur eux-mêmes pour ce contrôle. Et cette addiction, dès qu'ils vont avoir un peu plus de liberté, c'est en particulier le passage à l'adolescence, parce que ils ont les petits copains, ils sont plus libres, etc. Le contrôle familial est un peu moins fort.
Et à ce moment-là, on voit des prises de poids soudaines, qui sont associées aussi aux troubles de la difficulté de l'adolescence. Donc c'est quelque chose qui est permanent, même si c'est beaucoup mieux contrôlé, en tout cas dans la première période de leur vie, avec les accompagnements et ce qu'on sait maintenant. Donc, ce comportement alimentaire se traduit par des impulsions irrépressibles et derrière de la culpabilité, parce qu'en fait on leur a tellement dit qu'il fallait pas qu'ils mangent trop, on essaye tellement de les sensibiliser que ils sont malheureux, ils ont pris de la nourriture, ils ont trop mangé, ils ont caché de la nourriture et après ils s'en veulent. Donc ça crée encore un climat de souffrance pour eux. Pour trouver de cette nourriture qu'ils recherchent continuellement, ils mettent en place beaucoup de stratégies. C'est assez inimaginable. Ils vont détourner cette nourriture pour la stocker. Il n'est pas question de vol. Souvent, on entend parler de vol de nourriture. Non, ils détournent, ils ont besoin. Ça peut servir, on ne sait jamais. Et c'est plus fort qu'eux. Être devant quelque chose et ne pas le prendre, quelque chose de mangeable, c'est impossible. Donc ils vont détourner, ils vont stocker. Et ces stratégies que j'ai un petit peu évoquées là sont très élaborées. Ils ont des capacités d'invention inimaginables, mais inimaginables, des expéditions planifiées. Ce sont des personnes généralement assez lentes, assez endormies, on peut même dire. Et là, d'un seul coup, il y a un éveil, une agilité et une capacité de troc. Alors, on entend parler de troc dans des établissements, les externes rapportent quelque chose, c'est caché. On est tous dépassés parce qu'en fait, on se fait avoir. Ils vont se remplir, il faut les voir manger, ils sont dans leur assiette, ils se remplissent. Ils sont capables, quand ils sont vraiment en manque et en grande souffrance, ils sont capables d'ingérer n'importe quoi. Alors des aliments pour chats, chiens dans les maisons, par exemple, ça fait aucun problème. Du salpêtre, on peut tout voir. Un jeune qui travaillait dans un ESAT, dans une ferme, il a pris je ne sais plus combien de kilos en très peu de temps, mais en fait les éducateurs ont découvert après qu'il allait manger les granulés pour les veaux et les vaches et les cochons, donc c'est plutôt hyper calorique. Donc voilà, et c'est pourtant pas très bon. Notre fille, elle a, à une époque de la vie, Séverine, on ne dormait plus la nuit, parce qu'elle se levait toutes les nuits et elle allait vider le frigo. Donc jusqu'au jour où on a fermé la cuisine à clé. Ils utilisent les moments de transition dans des changements à la cantine. Il y a parfois plusieurs services. Donc c'est à ce moment-là que tout bouge, que les plateaux bougent et tout ça. Et alors, hop, on ramasse, on met sous les suites et on va stocker. Et si vraiment les frustrations sont trop fortes et que l'état physiologique et psychologique de la personne est pas bon, là on a des crises de colère justement liées à cette frustration. En fait, il n'y a pas d'apprentissage du contrôle alimentaire. On essaye, ils comprennent, ils sont capables d'entendre parler des glucides, des lipides, des protéines, ils sont capables d'entendre parler de calories et tout ça, mais une fois qu'ils sont devant, c'est plus fort qu'eux. Dans certaines petites villes, petits villages, les garages sont visités. Les voisins se plaignent parce que les congélateurs sont visités. Les garages ouverts comme ça, facile. Alors on commence par les crèmes glacées, puis on termine par les petits pois. Tout peut s'ingérer et tout est accessible. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ce comportement qui est quand même très déroutant, très très déroutant. On peut pas, ça sert à rien de gronder, éduquer. Ils entendent, ils comprennent, mais ils ne peuvent pas. Ils sont débordés par cette pulsion alimentaire. Donc on va assurer le repas, assurer l'environnement pour les rassurer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils aient de doute, pas d'espoir, pas de déception. Le repas doit être prévu. Les horaires, la quantité, la qualité, prévu comme annoncé. Alors très souvent, ce qu'on propose, c'est que dans les établissements, mais ça se fait de plus en plus, la personne le matin puisse aller voir sur le mur le menu et qu'un éducateur avec lui ou elle lui dise, voilà, il y a ça, ça, ça,
toi, tu n'auras peut-être pas de pommes de terre, mais tu auras des carottes à la place, ce genre de truc. Mais une fois que c'est dit, c'est dit. C'est-à-dire que si le cuisinier n'a pas de carottes, il va falloir expliquer que ce n'est pas des carottes. Ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, il faut que ça soit vraiment très annoncé, très expliqué, et par contre, non négociable. C'est-à-dire, c'est ça, 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 et il n'y aura rien d'autre. Et on se met d'accord. Protéger de toute impulsion. C'est-à-dire qu'il est plus facile de les servir à l'assiette, parfois de faire un plateau complet, comme il y a en Dai, c'est-à-dire que la personne a son plateau avec son entrée, son plat, son dessert, et il faut voir le sourire de satisfaction quand tout est devant eux. Tout est là, je suis rassurée, je ne vais pas manquer de quelque chose. Alléger l'assiette, entre guillemets, c'est-à-dire que 300 grammes de légumes verts, c'est impressionnant. Donc ça fait plaisir, ça aussi. Bon, 300 grammes de patates, ça serait beaucoup moins bien, évidemment. On peut les aider aussi en faisant des prises alimentaires régulières. Donc on propose souvent de faire 3 repas, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, mais une collation à 4 heures coupe la journée et permet un rythme plus facile aussi, un rythme d'alimentation plus facile. Bien évidemment, il ne faut pas les exclure de moments festifs, parce qu'il n'y a pas de raison. Il est vrai que dans des établissements, les anniversaires sont souvent répétés, il y a du monde. Et un gâteau toutes les semaines, plus un gâteau le dimanche, c'est pas conseillé. Donc on propose que l'anniversaire soit préparé là aussi. Alors là, c'est une petite anecdote, mais qui est très révélatrice. Séverine arrive dans un foyer. On parle bien évidemment de régime, d'anniversaire comme ça, en disant si possible, les anniversaires, vous ne donnez pas de gâteau. On n'a pas eu l'idée d'expliquer. Et on a un appel du directeur quelques jours après, nous disant il y avait un anniversaire, et en fait, on lui a apporté une pomme, et ben la pomme, elle a traversé la salle à manger. Elle a dit, on m'a jamais fait ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, en fait, les anniversaires suivants, le cuisinier a eu la bonne idée de lui dire, voilà, un petit fromage blanc avec des paillettes, un petit plumeau, un fruit dedans, et c'est magnifique. Par contre, pour son anniversaire, elle avait son gâteau. Bon, c'est pour ça qu'on voit bien qu'il faut vraiment aider en expliquant, en rassurant et en donnant l'impression qu'on a compris que c'est pour les aider. Éviter toute tentation directe ou indirecte de la nourriture, ça aussi, il ne faut pas qu'il y ait de libre accès. C'est-à-dire que même les poubelles doivent être fermées à clé quand il y a un jeune dans un établissement. Les cuisines, n'en parlons pas. Et quand tout à l'heure je disais que Séverine, la nuit, se levait pour manger, donc plus personne ne dormait, un jour on a échangé avec elle et on lui a dit ça ne peut plus durer comme ça, on va fermer la cuisine à clé. C'est pour t'aider, c'est pas pour te punir, c'est pour t'aider, on a compris que tu ne pouvais pas résister. On a donc fermé la cuisine à clé, la nuit. Le jour, quand on partait chacun de notre côté, la cuisine était fermée à clé. Et puis un jour, je rentre du travail et Séverine était là. Et elle me dit, tiens, maman, voilà la clé. La cuisine, elle était ouverte. Elle était sur la porte, en fait. Oh là là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il faut que j'aille faire des courses? Il n'y a plus rien à manger pour ce soir? Non, j'ai fermé la cuisine à clé. Par contre, je ne peux pas mettre la clé dans la cachette, c'est beaucoup trop haut pour moi. Et ça, je trouve que c'est révélateur. C'est révélateur. Elle savait qu'on faisait ça pour l'aider. Bon, ça a tenu 24 heures, ça n'aurait pas tenu 3 jours de suite, on le savait. Et dans le même ordre d'idée, les personnes qui vont à Hendaye faire leur séjour de 4 semaines, Hendaye c'est un hôpital quand même, tout est sous clé, la nourriture n'est pas accessible, et quasiment toutes les personnes quand elles reviennent nous disent « Oh là là, quelle liberté j'ai à Hendaye !» Alors quelle liberté ils ont? C'est une liberté dans leur tête. Ils sont libres, ils peuvent faire autre chose que de penser à la nourriture. Je crois que ce sont des exemples très, très explicites. De petits commentaires et de petits exemples. Il y a beaucoup de familles qui nous disent que leur enfant leur a demandé de les aider, de mettre la nourriture sous clé. Donc ce qui nous apparaît, ce qui apparaît aux familles
comme une violence, comme quelque chose, une privation de liberté, quelque chose d'assez inacceptable, en fait, la demande, elle vient des personnes elles-mêmes. Aidez-moi, protégez-moi contre ces pulsions. Et je crois que c'est très important de bien en prendre conscience. Et puis, juste une petite anecdote pour montrer leur capacité à essayer de se trouver de la nourriture. Quand ils vont à Hendaye, comme maintenant, à travers les portables et les réseaux sociaux, ils sont en relation. Donc, on nous a rapporté le cas d'un jeune qui avait appelé un autre disant « Tu vas à Hendaye ? Bah, tu sais, tel éducateur, il met les clés à tel endroit dans sa poche, donc voilà, avec ça, tu peux accéder. » Voilà, vous voyez le genre de... ça montre encore la force de cette pulsion. Quelques réponses aux problèmes de ce comportement alimentaire. Bon, déjà, essayer de parler de menu adapté plutôt que de régime, parce que ce mot régime, il est rébarbatif. Menu adapté, c'est déjà un petit peu plus sympathique. Bon, s'efforcer de rendre léger ce contrôle alimentaire, c'est difficile. Ce sont des personnes qui, toute leur vie, vont être au régime. J'utilise le mot quand même, ce qui veut dire que tout le temps, ils vont être obligés de penser, ou on va penser pour eux. Attention. Donc, essayer d'être léger, c'est-à-dire ne pas trop en parler, mais les habituer progressivement, avec aussi la présentation, évidemment, à manger plus de légumes que de féculents. Il faut élaborer un projet d'éducation nutritionnelle cohérent, ça c'est très important, cohérent avec les contraintes de l'établissement. Alors je dis ça parce que beaucoup de nos jeunes ados, puis adultes, vont donc à Hendaye, où une diététicienne les aide à comprendre ces histoires d'équilibre alimentaire, et ils reviennent d'Hendaye avec une liste d'aliments autorisés, non autorisés, le nombre de calories qu'ils peuvent prendre par jour et tout ça. Et comme on va le voir plus tard, ils sont assez psychorigides, nos enfants. Donc ce qui est écrit, et on ne doit pas déroger à ce qui est écrit. Donc on voit des établissements qui se prennent la tête, il n'y a pas d'autre expression, pour essayer de trouver la crème à 0% de telle marque, 300 grammes de haricots verts, c'est pas 320 grammes et c'est pas surtout 280. Donc une complication de la vie et pour le cuisinier épouvantable. Donc quand on dit essayer d'élaborer un projet d'éducation cohérent avec les contraintes, il faut que d'emblée prendre les devants, c'est-à-dire dire à la personne qui revient, on a eu la diététicienne, on a les consignes, on n'a pas tout à fait les mêmes produits, le rythme n'est pas forcément le même, peut-être que le fromage est le matin au lieu du dîner, à midi plutôt qu'au dîner, mais expliquer pourquoi il y a ces changements, mais que c'est complètement en cohérence avec ce qu'ils ont appris. Et généralement, ça se passe pas trop mal. Voilà, il faut le savoir. Bien évidemment, pas d'argent à soi ou à proximité. Ceci dit, il y a encore une petite anecdote de Séverine. C'est vrai qu'on la connaît bien, on la connaissait bien. Un jour, la boulangère du coin de notre rue me fait un petit signe et me dit « Madame, il faut que je vous dise quelque chose. Je suis un petit peu gênée, mais vous savez, tous les jours, votre petite jeune fille, là, elle vient s'acheter un flan. » Ben, je dis « C'est pas possible, elle n'a pas d'argent. » Oui, alors, on se posait des questions parce qu'elle grossissait. Il y avait parfois des traînées sur son pull ou sur son manteau. Elle grossissait surtout. Et alors que nous, on avait la ligne dans la famille. Et elle me dit « Mais oui, mais vous savez, il y a un feu rouge là. Et votre petite jeune fille, à l'arrêt, elle tape aux vitres de la voiture. Et puis, elle dit « Je suis une adulte handicapée, j'ai pas d'argent. » Et après, elle venait s'acheter un flan. Donc tout est possible, même si on leur donne pas d'argent, ils sont capables d'en trouver et d'aller s'acheter après ce dont ils ont envie. Bien sûr, ne jamais utiliser la nourriture comme sanction ou récompense, c'est évident, mais des fois on n'y pense pas. En fait, surtout une activité physique qui les aide, une activité physique régulière, qui les aide à ne pas trop grossir. L'idée, c'est d'intégrer cette activité dans une activité journalière, parce qu'ils n'aiment pas le mot sport. Donc, il ne faut pas trop parler de sport. Peut-être activité physique déjà, petite marche, avec on va aller faire ceci. Stimuler, donner envie de bouger. Parce que ce sont des personnes qui n'aiment pas trop se dépenser. Se peser régulièrement, une fois par mois, doit suffire. Donc, tout ça permet de maintenir un équilibre. Et c'est vrai qu'on comprend très vite qu'il faut vraiment être derrière eux et avec eux surtout.
Alors ça, pour terminer sur les problèmes de l'alimentation, c'est une diapo qui est très complexe. Donc je vais simplement... Elle est intéressante parce qu'on voit très bien que ce problème alimentaire, il est régulé au niveau central. Parce qu'on voit très bien des croix rouges. Là, il y a 3 grandes croix rouges. Je ne vais pas le détailler plus que ça parce que c'est trop compliqué. Il y a 3 grandes croix rouges qui montrent que le self-control tout en haut, qui est régulé au niveau cortical, il ne marche pas. On voit bien en effet, ils n'ont aucun self-control sur l'alimentation. Que la régulation de la prise alimentaire sur cet équilibre faim, satiété, qui n'ont pas du tout, est régulée aussi au niveau de l'hypothalamus, par exemple. Ça ne marche pas. Enfin, ce qui s'appelle le système de récompense, qui règle un peu ces problèmes d'addiction, ne fonctionne pas non plus. De plus, il y a les hormones, là, il y a la gréline, il y a l'ocytocine qui n'est pas marquée, tout est perturbé. Donc je n'en dis pas plus, mais c'est déjà très parlant.